Alors l'exercice de l'action en justice, section 3e. Nous avons vu que l'action en justice est pour le demandeur, pour l'auteur d'une prétention, le droit d'être entendu sur le fond de cette prétention par le juge. Et c'est pour son adversaire, pour le défendeur, le droit de contester le bien-fondé de cette prétention devant le juge. C'est dire que l'exercice de l'action en justice, du côté du demandeur comme du côté du défendeur, eh bien, s'exprime dans la défense, dans la demande, dans l'examen au fond des prétentions. En vérité, les choses sont plus compliquées. Il faut distinguer précisément, soigneusement, la demande et les défenses. Commençons par la demande, paragraphe 1er. Disons que la demande est l'acte procédural par lequel une personne va soumettre au juge une prétention. Et contrairement à ce que laisserait penser une vue simpliste des choses, la demande ne se réduit pas à l'acte qui va enclencher le procès, à l'acte qui va initier l'instance. Cette demande, on l'a dit, demande initiale ou encore demande introductive d'instance. Mais à côté de cette demande initiale, de cette demande introductive d'instance, il existe d'autres variétés de demandes en justice. Des demandes en justice qu'il faut soigneusement distinguer. Il faut donc commencer par en faire une typologie. Grand A, la typologie des demandes en justice. Alors, on peut opérer à cet égard plusieurs distinctions, effectivement, plusieurs distinctions en cours. D'abord, suivant le stade d'avancée de l'instance, eh bien, on distingue la demande initiale qui est contenue dans l'acte introductif d'instance. On parle encore de demandes introductives, des demandes qui sont formées en cours d'instance. Demandes que l'on dit par opposition incidente. Alors, la demande initiale est définie à l'article 53 du Code de procédure civile. C'est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative du procès en soumettant au juge une ou plusieurs prétentions. C'est la demande qui va créer, ou du moins initier, le lien d'instance, lien existant entre le juge et les parties. Elle va l'initier parce qu'on le verra, le lien d'instance ne sera définitivement constitué que par des actes procéduraux successifs. Quoi qu'il en soit, il existe plusieurs modalités de demandes introductives, de demandes initiales. 5 précise l'article 54 du Code de procédure civile. Voici ce qu'énonce le texte. Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties par le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction. Alors on le voit, la rédaction qui a été donnée à ce texte met a priori sur le même plan l'assignation et la remise d'une requête conjointe au secrétariat, la requête ou la déclaration au secrétariat de la juridiction. Elle tient a priori pour plus exceptionnelle la présentation volontaire devant le juge. En réalité, dans les faits, l'assignation est le mode ordinaire, le mode le plus commun d'introduction de l'instance contentieuse. L'assignation, c'est un acte d'huissier de justice par lequel le demandeur va citer officiellement son adversaire à comparaître devant le juge. Il reste, comme le souligne l'article 55, eh bien que l'instance, l'article 54 plutôt, que l'instance peut être introduite par d'autres moyens. Même si ça peut être assez rare en pratique. Et par exemple, l'instance peut être introduite, nous dit le texte, par une requête conjointe, déposée, remise au secrétariat greffe. Ici, les parties vont donc prendre en commun l'initiative du procès en soumettant au juge leurs prétentions respectives, en soumettant au juge les points sur lesquels elles sont en désaccord avec leurs moyens respectifs. Quant à l'autre mode d'introduction de l'instance qu'envisage l'article 54, la requête ou la déclaration au secrétariat de la juridiction, eh bien tout à l'opposé, il s'agit d'un mode d'introduction unilatéral de l'instance. C'est autrement dit
l'acte par lequel le demandeur va saisir la juridiction sans en prévenir son adversaire, sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Le contradictoire sera restauré ultérieurement. Alors on suppose ici des demandes qui présentent un caractère d'urgence, un caractère de nécessité, des demandes qui n'auraient pas efficacité si elles devaient être soumises immédiatement au principe contradictoire. Quoi qu'il en soit, cette demande initiale, dans ces différentes variétés, s'oppose, on l'a dit, aux demandes incidentes. Les demandes incidentes sont donc des demandes qui sont formulées en cours d'instance, une fois que celle-ci aura été préalablement introduite par la demande initiale. Ce sont des demandes, autrement dit, qui viennent se greffer sur la demande initiale. Et elles constituent dans cette mesure un tempérament au principe que l'objet de l'instance va être déterminé par les prétentions respectives des parties, contenues dans l'acte introductif d'instance et dans les conclusions en défense, principe énoncé à l'article 4 du Code de procédure civile. Bien évidemment, ce tempérament n'est admissible que dans la mesure où ces demandes présentent un lien suffisant avec la demande initiale, un lien de connexité. Article 70 du Code de procédure civile. Cette condition d'un lien suffisant, c'est une condition de fait. Elle varie suivant les hypothèses. Une condition de fait appréciée souverainement par les juges du fond, au vu, évidemment, des circonstances. Il n'empêche, et l'on retrouvera cette question lorsqu'on abordera le problème de la compétence du juge pour trancher le litige, il n'empêche que les demandes incidentes sont susceptibles de soumettre au juge des demandes que celui-ci n'aurait pu trancher, n'aurait pu connaître si elles lui avaient été présentées par voie de demandes initiales. Elles réalisent en somme un élargissement parfois de la compétence matérielle du juge, voire la compétence géographique. S'agissant de ces demandes incidentes, l'article 63 du Code de procédure civile en distingue trois variétés. La demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention principale, faut-il entendre. S'agissant de la demande reconventionnelle, c'est la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, nous dit l'article 64. Autrement dit, plutôt que de se borner à contester le fond des prétentions de l'adversaire, le défendeur va prendre l'initiative. Il va soumettre au juge une prétention propre, une prétention distincte du simple rejet des demandes de l'adversaire. Le défendeur devient en quelque sorte demandeur également à l'instance. Par exemple, un plaideur demande l'exécution forcée du contrat, l'autre plaideur peut répondre par le rejet de cette demande. Il peut soutenir qu'il n'y a aucune faute, aucune violation des obligations contractuelles, de sorte que la demande de dommages et intérêts est mal fondée. Mais il pourra également demander à cette occasion des dommages et intérêts de son côté. Et dans ce cas-là, il ne sera pas borné à soumettre au juge une défense au fond, il aura présenté une demande reconventionnelle. Cet exemple montre que la distinction entre les demandes reconventionnelles et les défenses au fond n'est pas toujours très aisée, et d'autant moins que la jurisprudence aujourd'hui distingue deux types de demandes reconventionnelles. La demande reconventionnelle que l'on pourrait dire pure, autrement dit, la demande par laquelle son auteur se borne à demander un avantage autre que le rejet des prétentions de la partie adverse. Et aussi, par opposition, la demande reconventionnelle mixte, ou bien hybride. Cette demande mélange alors une défense au fond et une prétention à un avantage distinct du simple rejet des prétentions de la partie adverse. Et la jurisprudence tire de cette distinction des conséquences procédurales importantes. Schématiquement, la demande reconventionnelle pure et simple, la demande reconventionnelle autonome, existe indépendamment de la demande de l'adversaire. Et par conséquent, si la demande est irrecevable,
ou si son auteur s'est désisté de l'instance, eh bien cela n'affectera pas le sort de la demande reconventionnelle. Il en ira autrement, bien sûr, avec la demande reconventionnelle qui porte en même temps une contestation du bien fondé de la prétention adverse. Dans ce cas-là, eh bien, cette demande reconventionnelle est dans la dépendance de la demande initiale. Plus généralement, on peut remarquer que la distinction des demandes reconventionnelles et des défenses au fond n'est pas toujours facile, alors qu'elles présentent d'autres intérêts procéduraux. En particulier, les demandes reconventionnelles, ou plus généralement les demandes incidentes, peuvent normalement être présentées de la même manière que les moyens de défense au fond. Elles peuvent donc l'être par voie de conclusion. Mais elles doivent être présentées par voie d'assignation contre les parties défaillantes. Et ainsi s'attachent des intérêts qui peuvent être stratégiques à cette qualification de demande reconventionnelle ou de défense au fond. Et c'est ainsi que la qualification d'exception de nullité, eh bien, a fait difficulté. L'exemple type, c'est celui d'un contrat dont un plaideur demande soit l'exécution forcée, soit la résolution de dommages et intérêts pour une exécution. À cela, le défendeur va opposer la nullité du contrat. Il le fera, dit-on, par voie d'exception. Il ne s'agit pas d'une exception de procédure au sens du Code de procédure civile. On veut dire par là qu'il ne demandera pas à titre principal la nullité, il opposera la nullité à la prétention adverse. Quelle est la qualification attachée à cette exception de nullité? On a pu hésiter entre deux qualifications en particulier, la qualification de défense au fond, la qualification de demande reconventionnelle. Par arrêt du 22 avril 2011, la Cour de cassation de l'Assemblée plénière a bien précisé qu'il s'agissait d'une demande reconventionnelle. Et de la même façon, la demande de décharge de la caution poursuivie par le créancier garanti, qui se fonde sur la responsabilité du banquier pour défaut de conseil, pour défaut de devoir d'exécution de son devoir de mise en garde, eh bien, a pu être discutée. Et la Cour de cassation a dû prendre position, là encore, sur cette qualification de demande reconventionnelle ou de défense au fond, par un arrêt de chambre mixte du 21 février 2003. Demande reconventionnelle, demande additionnelle, deuxième variété de demande incidente. La demande additionnelle, c'est celle par laquelle une partie, qui peut être demandeur ou défendeur à l'instance, modifie ses prétentions antérieures. On imagine bien l'intérêt de ces demandes additionnelles. Elles vont permettre de rectifier une stratégie procédurale, une demande initiale ou des défenses, en invoquant de nouveaux moyens, en corrigeant des erreurs de qualification, en adaptant l'argumentation aux conclusions de la partie adverse. Elles font évoluer la cause litigieuse. Troisième variété de demandes incidentes, la demande en intervention, entendons par là la demande en intervention principale. C'est la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé par les parties originaires. On suppose ici que le litige intéresse plusieurs personnes et que certaines n'ont pas été attraites à l'instance. Le litige s'est noué entre deux ou plusieurs personnes, plusieurs parties, mais non pas toutes. Et par conséquent, il peut être important, il peut être vital même parfois, pour les parties au procès, de faire intervenir les autres personnes intéressées à l'instance, ou bien, pour ces personnes tierces à l'instance, d'y intervenir spontanément. Ce sont deux types d'interventions que l'on voit ici se dessiner. L'intervention volontaire, c'est la demande par laquelle on va inviter un tiers. La demande volontaire, c'est la demande par laquelle le tiers va spontanément demander à participer à l'instance. L'autre intervention, par laquelle on invite le tiers, c'est l'intervention forcée. L'intervention forcée eh bien, consiste à appeler en la cause un tiers. Appel en garantie, par exemple. Une tierce personne est garante des obligations dont l'exécution est demandée à l'instance. Il sera possible de la faire intervenir. Ou bien intervention afin d'obtention d'un jugement commun. Il s'agit d'élargir l'autorité de la chose jugée à une personne qui initialement n'était pas partie à cette instance.
Dans tous les cas, quelle que soit la demande incidente dont il s'agit, eh bien celle-ci doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme. Et elle doit faire mention des pièces justificatives, nous dit l'article 67. Et dans les procédures avec représentation obligatoire, elle bénéficie en outre d'un allègement du formalisme. En effet, sauf pour l'intervention forcée, qui obéit aux formes prévues pour l'introduction de l'instance, et à moins de défaillance d'une partie, eh bien la demande incidente est formée de la même manière que sont présentés les moyens de défense. C'est ce que nous dit l'article 68. C'est-à-dire que ces demandes vont pouvoir être présentées par de simples conclusions qui vont être notifiées à l'avocat de l'adversaire suivant des modalités que l'on explicitera plus loin. Voilà la première classification des demandes suivant le stade de l'instance.